Un millionnaire a forcé son fils à épouser une humble caissière de supermarché pour le punir. Cependant, il est resté paralysé par ce que son fils a fait. Paris, 23 ans plus tôt, novembre 2002. La pluie tambourinait contre les vitres du bureau sombre, créant des rivières argentées qui déformaient les lumières de la ville. Sébastien Delaunay regardait son meilleur ami Robert Laurent signer les derniers documents de leur partenariat d'affaires, inconscient que ces feuilles seraient l'un ces dernières. « Tu sais quoi, Sébastien ?» Robert leva les yeux, un sourire sincère, illuminant son visage fatigué. « Ma petite Sophie a dit ses premiers mots hier. Papa, tu te rends compte ? À 2 ans, elle est déjà si intelligente. » Sébastien hocha la tête. Mais ses pensées étaient ailleurs. Les documents signés contenaient les brevets révolutionnaires qui feraient de leur petite entreprise technologique un empire de plusieurs milliards. Robert, naïf comme toujours, n'avait même pas lu les clauses cachées que Sébastien avait fait insérer par ses avocats véreux. « Et Geneviève, comment va ta belle-mère depuis l'accident ?» demanda Sébastien d'un ton faussement préoccupé. « Les médecins pensent qu'elle ne remarchera jamais. Mais bon, » Robert haussa les épaules avec résignation. « On s'en sortira, on a Sophie, on a l'entreprise qui marche bien grâce à nos brevets. » Et puis, il s'interrompit, remarquant l'expression étrange de son associé. « Justement, Robert, il faut qu'on parle de ces brevets. » La voix de Sébastien avait changé, plus froide, plus calculatrice. Robert sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Sébastien se leva lentement, contournant le bureau massif. « Ces brevets, mon vieux, ils sont à moi maintenant. Lis donc le contrat que tu viens de signer. » Les mains tremblantes de Robert feuilletèrent les pages. Son visage se décomposa au fur et à mesure qu'il découvrait la vérité. Transfert total de propriété intellectuelle, clauses abusives, manipulation juridique. « Sébastien, pourquoi tu fais ça ?»« Parce que je peux, Robert. Parce que tu es trop bon, trop naïf pour ce monde. Moi, j'ai l'ambition nécessaire pour faire quelque chose de grand avec nos inventions. » Robert se leva brusquement, renversant sa chaise. « Tu es devenu fou, ces brevets. On les a développés ensemble. Et ma famille, Sophie. »« Comment je vais ? Ta famille ?» Sébastien ricana, sortant un revolver de son tiroir. « Ta fille grandira très bien sans son père trop honnête. » Le coup de feu résonna dans le bureau silencieux. Robert s'effondra, ses yeux écarquillés fixant son ami devenu son assassin. Sébastien contempla le corps sans émotion, puis décrocha son téléphone. « Allô, commissaire Moreau ? Oui, c'est Sébastien Delaunay. Il y a eu un terrible accident dans mon bureau. Paris, présent, octobre 2025. » Sophie Laurent ajustait son uniforme de caissière pour la 3e fois, essayant de cacher une tache de café sur sa manche. À 25 ans, elle avait le visage fatigué de quelqu'un qui portait le poids du monde sur ses épaules. Mais ses yeux verts conservaient une détermination farouche. « Mademoiselle Laurent, caisse numéro 3 » cria son chef. Monsieur Dubois, un homme bedonnant qui prenait un malin plaisir à la rabaisser. « J'arrive » répondit-elle en courant vers son poste. La journée s'étirait interminablement. Clients impatients, enfants qui pleuraient, cartes bancaires refusées. Sophie encaissait tout avec un sourire professionnel. Même quand Madame Bertrand, une habituée désagréable, lui fit remarquer que ses cheveux étaient négligés pour une jeune femme de son âge. 18 heures, enfin la liberté. Sophie courut presque jusqu'à l'arrêt de bus. Calculant mentalement son budget, loyer de 800 €, médicaments de Louis, 450 €, courses, 200 € si elle était économe, frais de kinésithérapie pour grand-mère Geneviève, 300 €, il ne lui restait que 50 € pour ses propres besoins. L'appartement qu'elle partageait avec sa famille se trouvait dans le 19e arrondissement, loin du Paris glamour des cartes postales, 2 pièces exiguës où s'entassaient 3 générations marquées par le malheur. « Salut grand-maman » lança Sophie en poussant la porte. Geneviève Laurent, 72 ans, était installée dans son fauteuil roulant près de la fenêtre, ses mains arthritiques tenant un livre qu'elle ne lisait plus vraiment. L'accident qui l'avait paralysée 23 ans plus tôt l'avait aussi un peu emportée mentalement. « Sophie, ma chérie, ton père est rentré du bureau. » Sophie retint un soupir. Grand-mère oubliait parfois que Robert était mort depuis longtemps. « Papa travaille tard ce soir, grand-maman. Et Louis, il est tout. Dans la chambre, il a encore eu mal au cœur aujourd'hui. »
Sophie se précipita dans la petite chambre qu'elle partageait avec son frère de 19 ans. Louis était allongé, le teint pâle, une main posée sur sa poitrine, né avec une malformation cardiaque congénitale. Il avait survécu grâce au sacrifice constant de sa sœur. « Ça va mieux maintenant », murmura-t-il en voyant l'inquiétude dans ses yeux. « J'ai pris mes médicaments. » Sophie s'assit sur le bord du lit, caressant doucement les cheveux de son petit frère. « Le cardiologue a dit quoi, la semaine dernière ?» Louis détourna le regard. « Qu'il faudrait peut-être envisager une intervention. Mais tu sais bien qu'on n'a pas les moyens. 200 000 €, c'était le coût estimé de l'opération qui pourrait sauver Louis. Autant dire la fortune de Crésus pour une famille qui comptait chaque centime. » Sophie prépara le dîner avec les maigres provisions qu'elle avait achetées. Pâtes, sauce tomate en promotion, et un peu de gruyère râpée pour donner du goût, luxe suprême. Elle avait pris une pomme pour dessert qu'ils partageraient à 3. Pendant qu'ils mangeaient, Geneviève retrouva momentanément sa lucidité. « Sophie, ma petite, tu te sacrifies trop pour nous. Tu devrais sortir, rencontrer quelqu'un, vivre ta vie de jeune femme. Mais je vis ma vie, grand-maman. Ma vie, c'est vous deux. » Quelque part dans le 7e arrondissement, Alexandre Delaunay fixait les cartes étalées devant lui. La sueur perlant sur son front malgré la climatisation du casino privé, 28 ans, héritier d'un empire industriel, et pourtant là, dans cette arrière-salle enfumée, il venait de perdre sa dernière chance de s'en sortir. « Alors, Alexandre » ronronna Vladimir Kozlov, le Russe qui dirigeait ses parties clandestines. « Tu doubles la mise ou tu abandonnes ?» Alexandre regarda ses cartes, une paire de rois, pas terrible, mais il avait vu pire. Le problème, c'est qu'il avait déjà misé 3 millions d'euros ce soir-là. « Je double ?» Mauvaise décision. Kozlov abattit un ful. Alexandre venait de perdre 5 millions d'euros en une soirée. « Tu as 48 heures pour me régler, mon petit prince », siffla le Russe. « Sinon, on discute avec ton papa. » Alexandre rentra à l'hôtel particulier familial complètement défait. Son père l'attendait dans son bureau. Assis derrière ce même bureau où Robert Laurent était mort 23 ans plus tôt, Sébastien Delaunay n'avait pas beaucoup changé. Quelques rides supplémentaires, les cheveux grisonnants, mais le même regard d'acier qui avait terrorisé ses concurrents pendant des décennies. 5 millions d'euros, Alexandre. Félicitations. Tu as battu ton record personnel. Papa, Tais-toi. La voix claqua comme un fouet. Tu crois que je ne suis pas au courant? Mes informateurs m'ont appelé avant même que tu sortes de ce bouge. Alexandre s'effondra dans un fauteuil. Qu'est-ce que tu vas faire? Un sourire glacial étira les lèvres de Sébastien. Je vais régler tes dettes, mon fils. Mais en échange, tu vas faire exactement ce que je te dis, sans discussion, sans négociation. Tout ce que tu veux, tu vas te marier. Alexandre leva la tête. Stupéfait? Quoi? Tu vas épouser une certaine Sophie Laurent, une petite caissière de supermarché du 19e. Le mariage aura lieu dans 1 mois. Mais papa, je ne la connais même pas. Pourquoi cette fille? Sébastien se leva, s'approchant de la fenêtre qui donnait sur les Champs-Élysées illuminés. Disons que j'ai une vieille dette à régler avec cette famille. Le cabinet d'avocats Martineau & Associés respirait l'opulence et l'intimidation. Sophie Laurent n'avait jamais mis les pieds dans un endroit aussi luxueux. Les meubles en acajou massif, les bibliothèques garnies de reliures en cuir, les tapis persans. Tout ici valait probablement plus que ce qu'elle gagnait en 10 ans. Mademoiselle Laurent, la voix grave de maître Martineau la fit sursauter. « Veuillez vous asseoir, je vous prie. » Sophie s'installa dans le fauteuil en cuir. Ses mains moites, agrippées à son petit sac à main usé, 2 jours plus tôt, elle avait reçu un appel mystérieux lui demandant de se présenter à ce rendez-vous concernant son avenir financier. Elle n'y aurait jamais cru si l'assistante n'avait pas mentionné une somme qui l'avait fait vaciller. « Mademoiselle, mon client souhaite vous faire une proposition, inhabituelle mais très avantageuse. » L'avocat sortit une épaisse liasse de documents de son attaché-case. Il s'agit d'un contrat de mariage temporaire avec monsieur Alexandre Delaunay, héritier des industries Delaunay. Sophie cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Pardon, un mariage de convenance, si vous préférez. Durée, 2 ans minimum. En échange, vous recevrez immédiatement 500 000 €, plus tous les frais médicaux de votre frère Louis pris en charge par les meilleurs spécialistes de France. La pièce se mit à tourner autour de Sophie. 500 000 €, l'opération de Louis, une nouvelle vie. Mais pourquoi moi?
Maître Martineau ajusta ses lunettes. « Mon client a ses raisons. Le contrat est très simple. Vous épousez Monsieur Delaunay, vous habitez dans la propriété familiale, vous participez aux événements sociaux nécessaires. Aucune intimité n'est requise. Après 2 ans, divorce à l'amiable avec une pension confortable. » Sophie parcourut les premières pages du contrat, la tête lui tournant. Les montants étaient astronomiques. « Et si je refuse ? C'est votre droit le plus strict, bien sûr. » L'avocat referma son dossier. « Mais cette offre expire dans 48 heures et ne sera pas renouvelée. » Sophie pensa à Louis, à ses crises de plus en plus fréquentes, au regard résigné du cardiologue qui ne pouvait rien faire sans argent. « J'ai besoin de réfléchir. » « Naturellement, mais puis-je me permettre un conseil, mademoiselle ? Les opportunités comme celle-ci ne se présentent qu'une fois dans une vie. » Sophie rentra chez elle dans un état second. L'appartement lui parut encore plus exigu qu'à l'ordinaire. Geneviève sommeillait dans son fauteuil, un plaid sur les genoux. Louis était assis à la petite table, tentant de faire ses devoirs de fac, malgré la fatigue qui l'accablait depuis des mois. Alors, cette mystérieuse convocation, demanda-t-il, en levant les yeux de ses livres. Sophie s'assit lourdement sur le canapé défraîchi. Comment expliquer l'inexplicable ? Louis, et si je te disais qu'on pourrait avoir l'argent pour ton opération ? Son frère posa son stylo, soudain très attentif. Comment ça ? Quelqu'un m'a proposé un travail très particulier, mais très bien payé. Sophie, tu me fais peur. De quel genre de travail on parle ? Elle prit une grande inspiration. Un mariage. Quoi ? Un mariage de convenance. Avec un homme riche, juste pour 2 ans. Pas de... Enfin, tu vois, juste un contrat, et en échange, on a tout l'argent qu'il faut pour te soigner. Louis se leva brusquement, manquant faire tomber sa chaise. « Sophie, tu es devenue folle, tu ne peux pas vendre ta vie comme ça. » « Je ne vends rien. Je loue mes services pour sauver mon petit frère, c'est différent. »« Non, c'est de la prostitution déguisée. » Sophie se leva à son tour, les yeux brillants de larmes retenues. « De la prostitution. Tu crois que je n'y ai pas pensé ? Tu crois que ça me fait plaisir ? Mais regarde-toi, Louis. Regarde comme tu faiblis chaque jour. Dans 6 mois, tu ne seras plus là. Et tout ça pourquoi ? Pour que je garde ma fierté ? » La dispute réveilla Geneviève, qui les regarda avec confusion. « Qu'est-ce qui se passe, mes petits ?» Sophie s'agenouilla près du fauteuil roulant de sa grand-mère. « Grand-maman, si on avait la possibilité de sauver Louis, est-ce qu'on ne devrait pas la saisir, même si c'est difficile ?» Les vieux yeux de Geneviève retrouvèrent momentanément leur acuité d'autrefois. « Ma chérie, ton grand-père disait toujours qu'il n'y a pas de honte à plier quand c'est pour protéger ceux qu'on aime. La vraie honte, c'est de les laisser souffrir par orgueil. » Cette nuit-là, aucun des 3 ne dormit vraiment. Le lendemain matin, Louis eut une crise particulièrement violente. Sophie le trouva effondré dans la salle de bain, le visage livide. Respirant avec difficulté, l'ambulance arriva en 15 minutes, qui parurent des heures, à l'hôpital. Le docteur Mercier, cardiologue de Louis depuis des années, prit Sophie à part. « Il faut qu'on parle sérieusement, mademoiselle Laurent. L'état de votre frère se dégrade plus vite que prévu. Sans intervention chirurgicale dans les 3 mois, je ne peux plus rien garantir. » 3 mois, Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Docteur, cette opération, est-ce qu'elle le sauverait vraiment ? Ses chances de survie passeraient de 10% à 85%. C'est un pari que je prendrais sans hésiter si j'étais à votre place. » Sophie regarda son frère à travers la vitre de la chambre. Il dormait, relié à des machines qui surveillaient chaque battement de son cœur défaillant. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de Maître Martineau. « Allô, c'est Sophie Laurent, j'accepte. » Une semaine plus tard, Sophie se trouvait dans une boutique de robes de mariée des Champs-Élysées, accompagnée par Madame Dubois, la gouvernante des Delaunay, une femme sèche d'une 60aine d'années, qui l'avait accueillie avec une politesse glaciale. « Celle-ci devrait convenir, » dit-elle en désignant une robe simple mais élégante. « Rien de trop voyant. Monsieur Delaunay père a été très clair sur ce point. » Sophie enfila la robe, se regardant dans le miroir. Elle ne se reconnaissait plus. Cette femme en blanc qui lui faisait face avait l'air d'appartenir à un autre monde. « Et monsieur Alexandre ?» demanda Sophie timidement. « Je ne l'ai toujours pas rencontré. » Madame Dubois pinça les lèvres. « Vous le verrez à la cérémonie. Il a ses obligations ailleurs. »
Le mariage eut lieu dans la plus stricte intimité, à la mairie du 7e arrondissement. Sophie avait mis la seule robe correcte qu'elle possédait, ayant finalement refusé celle que voulait lui acheter la famille Delaunay. Louis, encore faible mais présent, lui tenait le bras. Geneviève était restée à la maison, trop fragile pour le déplacement. Alexandre Delaunay l'attendait devant l'officier d'état civil. Sophie fut surprise de découvrir un homme grand, aux cheveux châtains et aux yeux sombres, plutôt beau malgré son expression fermée. Il la salua d'un hochement de tête froid, sans un sourire. La cérémonie dura 20 minutes. Échange des consentements, signatures, quelques photos pour les journaux People que Sébastien Delaunay avait convoqués, pour faire taire les rumeurs, avait-il dit, quand l'officier leur demanda de s'embrasser. Alexandre se contenta d'effleurer la joue de Sophie d'un baiser machinal. Elle sentit le mépris dans ce geste. L'hôtel particulier des Delaunay dans le 7e arrondissement était encore plus impressionnant que Sophie l'avait imaginé. 5 étages, une vingtaine de pièces. Des œuvres d'art à chaque coin de mur, un palace. Madame Dubois lui fit visiter ce qui seraient ses appartements, une suite au 2e étage, avec chambre, salon et salle de bain privée, luxueux mais froid. Le dîner est servi à 20 heures précises, l'informa la gouvernante. Monsieur Alexandre vous y retrouvera, tenue correcte exigée. Sophie se retrouva seule dans cette chambre immense, assise sur un lit qui aurait pu contenir toute sa famille. Elle regarda la bague de mariage qu'Alexandre avait passée à son doigt. Un solitaire qui valait probablement plus que tout ce qu'elle avait possédé dans sa vie. À 20 heures, elle descendit dans la salle à manger. Une table pour 12 personnes, éclairée par un lustre de cristal. Alexandre était déjà là, en costume sombre, consultant son téléphone sans lever les yeux vers elle. « Bonsoir », murmura Sophie en s'asseyant. Il grogna une réponse incompréhensible. Le dîner se déroula dans un silence pesant, plat raffiné que Sophie n'osait pas vraiment goûter, vin dont elle ignorait les noms. Alexandre mangeait mécaniquement, évitant soigneusement son regard. Finalement, il posa sa serviette et la regarda pour la première fois de la soirée. « Écoutons-nous bien, mademoiselle Laurent. Ce mariage n'est qu'un arrangement financier. Vous avez votre argent, moi j'ai la paix avec mon père. Ne vous faites aucune illusion sur notre relation. Nous cohabiterons le temps nécessaire. Point final. » Sophie sentit ses joues s'empourprer, mais garda sa dignité. « C'est parfaitement clair, monsieur Delaunay. » « Bien. » Il se leva. « Vos affaires ont été montées dans votre chambre. Bonne nuit. » Sophie resta seule dans l'immense salle à manger. Regardant les restes du festin qu'elle n'avait pas pu avaler, elle pensa à Louis, qui commencerait son traitement préopératoire dès demain grâce à l'argent de ce contrat. Elle avait vendu sa liberté, mais acheté l'espoir. 3 mois après le mariage, Sophie se réveilla à 6 heures du matin. Comme chaque jour depuis son installation dans l'hôtel particulier des Delaunay, l'habitude de ces années de labeur ne l'avait pas quittée. Même si elle n'avait plus besoin de courir au travail, elle s'habilla simplement, un jean et un pull, et descendit à la cuisine où elle trouva Madame Dubois déjà affairée. « Bonjour Madame Dubois. » La gouvernante leva à peine les yeux de son café. « Bonjour Madame. Monsieur Alexandre est déjà parti, il a dit qu'il ne rentrerait pas pour le déjeuner. » Sophie hocha la tête. Alexandre partait de plus en plus tôt et rentrait de plus en plus tard. Leurs interactions se limitaient au dîner silencieux et aux obligations sociales. Ces soirées mondaines où elle devait jouer le rôle de l'épouse parfaite. Et monsieur Delaunay père, parti en voyage d'affaires à Londres, il rentre dans 3 jours. Sophie soupira de soulagement. L'absence de Sébastien Delaunay était toujours un répit. Cet homme la mettait profondément mal à l'aise avec son regard calculateur et ses sourires qui n'atteignaient jamais ses yeux. Elle prit son petit déjeuner rapidement et monta dans le bureau du 2e étage qu'elle s'était approprié. Depuis son mariage, Sophie étudiait avec acharnement, cours de français perfectionnement, d'anglais business, d'histoire de l'art, de bonnes manières. Elle était déterminée à devenir digne du nom qu'elle portait maintenant, même si c'était temporaire. « Si je dois jouer cette comédie, autant bien la jouer », se murmurait-elle souvent. Ses manuels s'étalaient sur le bureau d'acajou. Elle avait commencé par combler ses lacunes en culture générale, puis s'était attaquée au code de la haute société parisienne. Comment tenir sa fourchette, comment faire la conversation lors d'un cocktail, comment s'habiller pour chaque occasion. Un coup frappé à la porte interrompit sa lecture. Entrez. Pierre Moreau, l'un des domestiques, apparut avec un bouquet de fleurs magnifiques. Pour madame, de la part de monsieur Alexandre. Sophie prit le bouquet,
intrigué, des roses blanches et des lys, somptueux mais froids, comme tout ce qui venait d'Alexandre, elle ouvrit la petite carte. Pour la soirée chez les Montclair ce soir, tenue de soirée exigée, pas de chère Sophie, pas de tendrement, juste des instructions. La soirée chez les Montclair fut un nouveau calvaire pour Sophie. Installée dans le salon immense de cette famille d'industriels, elle écoutait les conversations futiles des femmes de la haute société parisienne en essayant de paraître à l'aise. « Ma chère Sophie », ronronna Isabelle de Montclair, une quinquagénaire aux bijoux clinquants, « vous devez nous raconter comment vous avez conquis notre bel Alexandre. » Sophie sentit tous les regards se tourner vers elle. Elle chercha Alexandre du regard. Mais il était en grande conversation avec les hommes près de la cheminée, l'ignorant complètement. « C'est une histoire assez banale, en fait, » bégaya-t-elle. « Banale !» s'exclama Cécile Dubois de Fresnes, une amie d'enfance d'Alexandre. « Voyons, ma chère, rien n'est banal quand on épouse un Delaunay. Où vous êtes-vous rencontrés ?» Le piège se refermait. Sophie avait préparé une version édulcorée de la vérité, mais sous ses regards inquisiteurs, elle perdait ses moyens. Dans un café, boulevard Saint-Germain. Comme c'est romantique, gazouilla une autre femme. Et vous faisiez quoi, avant ? J'étudiais les lettres modernes. Le mensonge lui brûla les lèvres. À la Sorbonne, insista Cécile, avec un sourire venimeux. Non, j'ai dû arrêter mes études pour raison familiale. Le silence qui suivit fut éloquent. Ces femmes avaient flairé le sang dans l'eau. Comme c'est dommage, murmura Isabelle avec une fausse compassion. Mais enfin, l'amour excuse tout, n'est-ce pas ? Sophie acquiesça faiblement, sentant les larmes monter. Depuis la table où Alexandre discutait affaires, elle l'entendit éclater de rire à une plaisanterie. Il semblait si détendu, si heureux. Sans elle, la soirée s'étira interminablement. Dans la voiture du retour, Alexandre resta silencieux jusqu'à ce qu'ils arrivent devant l'hôtel particulier. « Vous vous êtes ridiculisé ce soir », dit-il enfin, sans la regarder. Sophie sentit la gifle. « J'ai fait de mon mieux. Votre mieux n'est manifestement pas suffisant. » Il se tourna enfin vers elle. Ses yeux sombres brillant de colère froide. « Cécile m'a raconté votre petite improvisation sur vos prétendues études. Vous croyez qu'on va gober longtemps vos mensonges. Mais qu'est-ce que j'étais censée dire ? Que j'étais caissière, que je vous ai épousé pour de l'argent. » « Vous m'avez épousé pour de l'argent, » répliqua-t-il brutalement. « N'essayez pas de vous donner le beau rôle. Vous êtes là pour remplir un contrat, rien d'autre. » Sophie sortit de la voiture sans un mot, claquant la portière. Elle monta dans sa chambre et s'effondra sur son lit, toujours en robe de soirée, laissant enfin couler les larmes qu'elle retenait depuis des heures. Les semaines suivantes établirent une routine cruelle. Alexandre multipliait les humiliations, toujours avec cette politesse glaciale qui les rendait plus blessantes encore. Lors d'un déjeuner avec ses associés, il présenta Sophie comme « ma femme, qui s'occupe de décoration intérieure ». Au théâtre, devant tout le gratin parisien, il la corrigea publiquement quand elle commit une erreur de protocole. « On ne porte pas de bijoux dorés avec une robe argentée, ma chère », dit-il assez fort pour que leurs voisins l'entendent. « C'est un faux pas élémentaire. » Sophie encaissait chaque affront avec dignité, mais chaque soir, seule dans sa chambre, elle pleurait de rage et d'humiliation. Pourtant, elle ne baissait pas les bras. Ses études nocturnes s'intensifiaient, elle dévorait les livres d'étiquette, mémorisait les généalogies des grandes familles, apprenait l'italien et l'allemand. Si Alexandre voulait une épouse parfaite, elle le deviendrait, ne serait-ce que pour le défier. Un soir, alors qu'elle travaillait dans la bibliothèque jusqu'à 2h du matin, elle entendit des pas dans le couloir. Alexandre apparut sur le seuil, en robe de chambre, l'air fatigué. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-il, surpris de la trouver là. « J'étudie. » Elle ne leva pas les yeux de son livre d'histoire de l'art. Il s'approcha, regardant les manuels étalés sur la table. « Pourquoi ? Pour ne plus vous faire honte en société ?» Alexandre resta silencieux un moment, observant cette femme qui travaillait acharnément au lieu de dormir. « Vous n'êtes pas obligé ?»« Si, je suis obligée. » Sophie leva enfin les yeux vers lui. « Vous me l'avez fait comprendre assez clairement. » Il y eut quelque chose de différent dans le regard d'Alexandre. Une hésitation, presque de la culpabilité, mais cela ne dura qu'une seconde. « Bonne nuit, dit-il en tournant les talons.
Le mois suivant apporta son lot d'épreuves supplémentaires. Lors d'une soirée caritative au Grand Palais, Alexandre la planta au milieu de la réception pour aller saluer une ancienne petite amie, la belle Camille de Montmorency. Sophie les regarda rire ensemble près du buffet, comprenant le message. Elle était remplaçable, interchangeable, pathétique, murmura une voix derrière elle. Sophie se retourna. Sébastien Delaunay la regardait avec son sourire de prédateur. « Excusez-moi. Vous, ma chère belle-fille, vous êtes pathétique à regarder Alexandre avec ses yeux de chien battu. » Sophie sentit ses joues s'enflammer. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire. » « Bien sûr que si. » Sébastien se rapprocha, sa voix devenant sifflante. « Vous croyez qu'en jouant les épouses parfaites, vous allez le séduire. Vous rêvez, petite fille. Alexandre vous méprise autant que moi. Pourquoi ?» La question jaillit malgré elle. « Pourquoi cette haine ?» Sébastien sourit, un sourire terrifiant. « Disons que votre famille me doit beaucoup, et maintenant, c'est vous qui payez l'addition. » Il s'éloigna, la laissant tremblante au milieu de la foule dorée. Cette nuit-là, Sophie ne put fermer l'œil. Les mots de Sébastien résonnaient dans sa tête. Quelle dette, quelle histoire liait les Delaunay au Laurent. Elle descendit à la cuisine pour se préparer une tisane. Pierre, le domestique, finissait de ranger la vaisselle du dîner. « Bonsoir. »« Madame Sophie. »« Bonsoir, Pierre. Vous pouvez rentrer chez vous, je finis. » Pierre hésita. C'était un homme d'une 50aine d'années, au service des Delaunay depuis 20 ans. « Madame, puis-je me permettre ? » « Bien sûr. Vous savez, nous, le personnel, on vous aime beaucoup. Vous n'êtes pas comme les autres femmes qui ont fréquenté cette maison. » Sophie lui sourit tristement. « Merci, Pierre. Ça me fait du bien de l'entendre. » Et puis, il baissa la voix. « Monsieur Alexandre n'a pas toujours été comme ça. Avant, c'était un homme bon, mais son père l'a beaucoup changé. » Pierre s'éclipsa rapidement, laissant Sophie seule avec ses questions. Un homme bon, Alexandre, elle avait du mal à l'imaginer. Dans sa chambre, elle s'installa à son bureau pour continuer ses études. Demain, nouveau déjeuner mondain, nouvelle occasion pour Alexandre de la rabaisser, nouveau test pour sa résistance. Mais Sophie Laurent Delaunay ne se rendrait pas. Pas tant que Louis avait besoin d'elle. Pas tant qu'elle avait encore un souffle de dignité dans le corps. Elle ouvrit son manuel de conversation anglaise et se remit au travail. Il était 3 heures du matin, 6 mois après le mariage. Décembre 2025, Sophie referma son manuel d'allemand et regarda l'horloge de la bibliothèque. 4 heures du matin, encore une nuit blanche. Elle se frotta les yeux fatigués et tenta de se lever, mais ses jambes flageolèrent. Quand avait-elle mangé pour la dernière fois ? Hier midi, avant-hier, depuis que Louis avait commencé son traitement préopératoire, les frais s'étaient multipliés, médicaments spéciaux, examens complémentaires, consultations avec le chirurgien. Malgré l'arrangement avec les Delaunay qui couvraient l'opération principale, Sophie continuait de payer de sa poche tous ces petits extras qui représentaient une fortune pour elle. Elle avait trop de fierté pour demander plus d'argent à Alexandre ou à son père. Alors elle économisait sur tout, même sur sa nourriture. Quelques biscuits par-ci, un yaourt par-là, juste assez pour tenir debout lors des obligations sociales. Ses mains tremblèrent en rangeant ses livres. La faim la tenaillait, mais elle avait appris à l'ignorer. Demain, aujourd'hui plutôt, nouveau déjeuner mondain chez les Rothschild, il fallait qu'elle soit irréprochable. Alexandre avait été particulièrement dur ces dernières semaines, multipliant les remarques cinglantes sur ses progrès insuffisants. Sophie éteignit la lampe et se dirigea vers la porte. Mais le sol sembla soudain basculer sous ses pieds. Elle s'appuya contre une étagère, attendant que le vertige passe. Il fallait qu'elle aille dormir, au moins 2 heures. Elle fit quelques pas vers la sortie, mais l'obscurité l'engloutit brutalement. Alexandre remontait de la cuisine où il était allé chercher un verre d'eau. L'insomnie le torturait depuis des semaines. Chaque nuit, il revoyait le visage résigné de Sophie lors des humiliations qu'il lui infligeait, et une culpabilité sourde lui rongeait l'estomac. Il passait devant la bibliothèque quand il aperçut une forme étendue sur le parquet. Son cœur s'arrêta. Sophie. Il se précipita, s'agenouillant près d'elle. Elle était inconsciente, livide, si frêle dans sa chemise de nuit qu'elle semblait transparente. Il la souleva délicatement, elle ne pesait rien, et fut choqué par la maigreur de son corps. « Sophie, réveillez-vous. » Il lui tapota doucement les joues. « Allez, ouvrez les yeux. » Elle battit des paupières,
le regardant avec confusion. « Alexandre, qu'est-ce qui... Vous vous êtes évanoui ?» Sa voix était plus douce qu'il ne l'avait jamais été avec elle. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» Sophie tenta de se redresser, mais il la maintint dans ses bras. « Hier, je crois. »« Hier quoi ?»« À hier matin. Hier soir. » Elle détourna le regard, gênée. « Hier midi, un yaourt. » Un yaourt. Alexandre sentit la colère monter, mais pas contre elle, cette fois, contre lui-même. « Depuis hier midi, vous n'avez rien pris d'autre qu'un yaourt. »« J'avais du travail. » Il la porta jusqu'au salon et l'installa sur le canapé, prenant soin de la couvrir d'un plaid, puis il disparut vers la cuisine, revenant quelques minutes plus tard avec un plateau, thé chaud, tartines beurrées, miel, confiture. « Manger, ce n'est pas la peine. Manger, répéta-t-il. Et cette fois ce n'était pas un ordre cruel, mais une supplication inquiète. Sophie prit une tartine d'une main tremblante. La première bouchée lui fit prendre conscience de sa faim dévorante. Elle mangea lentement, sentant le regard d'Alexandre posé sur elle. « Pourquoi ?» demanda-t-il soudain. « Pourquoi quoi ?»« Pourquoi vous ne mangez plus ? Les comptes de la maison sont ouverts. Vous pouvez prendre ce que vous voulez ?» Sophie faillit éclater d'un rire amer. Lui dire qu'elle économisait chaque centime pour son frère, qu'elle préférait crever de faim plutôt que de demander l'aumône au Delaunay. « Je n'ai pas très faim ces temps-ci. » Alexandre scruta son visage amaigri, ses cernes violacées, ses mains qui tremblaient encore légèrement. « Sophie. » Il hésita, comme s'il allait dire quelque chose d'important, puis se ravisa. « Finissez votre tartine. » Ils restèrent silencieux quelques minutes, pour la première fois depuis leur mariage. L'atmosphère n'était pas hostile entre eux. « Vous travaillez sur quoi ?»« Dans la bibliothèque ?» demanda Alexandre. « Allemand et histoire de l'art italien, pour le déjeuner de demain ? D'aujourd'hui, Madame von Habsburg sera là, et elle déteste qu'on ne parle pas sa langue. » Alexandre la regarda avec stupeur. « Vous apprenez l'allemand pour faire plaisir à cette vieille peau de von Habsburg. » Sophie rougit. « Je ne veux plus vous faire honte. Me faire honte. » Il y avait quelque chose de nouveau dans sa voix, de la surprise, presque du regret. « Sophie, vous n'avez jamais... » Il s'interrompit brutalement, comme s'il venait de se rappeler qui il était censé être. « Il est tard, vous devriez aller dormir. » Sophie termina sa tartine et se leva, encore un peu chancelante. « Merci pour tout ça. » Alexandre la regarda s'éloigner vers l'escalier, et pour la première fois, il remarqua vraiment sa démarche gracieuse, sa dignité naturelle malgré l'épreuve qu'elle traversait. Il resta longtemps dans le salon, fixant le plateau vide, une étrange émotion lui serrant la gorge. Le lendemain, Sophie se réveilla vers 10h, étonnée d'avoir dormi si longtemps. Sur sa table de nuit, elle trouva un plateau de petit déjeuner complet avec un mot d'Alexandre. « Pour que vous ne vous évanouissiez pas pendant le déjeuner. » Ah, sec, mais attentionné, au déjeuner chez les Rothschild, Sophie fut parfaite. Elle conversa en allemand avec Madame von Habsburg, discuta peinture Renaissance avec le comte de Brissac, et fit preuve d'un esprit si vif que plusieurs invités complimentèrent Alexandre sur son excellente épouse. Pour la première fois, Alexandre ne la corrigea pas, ne la rabassa pas. Il l'observait même avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Les jours suivants, Alexandre commença à observer Sophie différemment. Il la voyait maintenant soigner Pierre, quand celui-ci se blessa en taillant les rosiers, consolant Madame Dubois lors de l'anniversaire de la mort de son mari, passant des heures au téléphone avec son frère pour l'encourager avant ses examens médicaux. Un soir, il la surprit en train de donner discrètement de l'argent à Marie, la jeune femme de ménage dont le fils était malade. « Vous n'en parlez pas à Madame Dubois ?»« D'accord, » murmurait Sophie. « Ce sera notre secret. » Alexandre recula dans l'ombre, troublé. Cette femme qui l'humiliait depuis des mois était d'une générosité qui lui faisait honte. 2 semaines plus tard, Sophie reçut un appel qui la fit pâlir. « Sophie !» La voix faible de Louis lui serra le cœur. « Je suis à l'hôpital, j'ai fait un malaise au travail. » Elle raccrocha précipitamment et courut vers la sortie. Mais Alexandre l'intercepta dans le hall. « Où allez-vous comme ça ? » « Mon frère. »« Il est à l'hôpital. » Sa voix se brisa. Alexandre vit la panique dans ses yeux, la même terreur qu'il avait lue le soir de son évanouissement. « Je vous y emmène. »
Quoi ? Ma voiture est plus rapide que les transports en commun. Dans la Mercedes qui filait vers l'hôpital Pitié-Salpêtrière, Sophie pleurait silencieusement. Alexandre jetait des coups d'œil inquiets vers elle. « Ça va aller ?» dit-il maladroitement. « Vous ne comprenez pas ?» Les mots sortirent dans un sanglot. « Louis, c'est tout ce qui me reste. Si je le perds, vous ne le perdrez pas. Vous en savez rien. Son cœur lâche de plus en plus. Et cette opération, si ça ne marche pas... » Alexandre sentit quelque chose se briser en lui en voyant cette femme forte s'effondrer. « Sophie, regardez-moi. » Elle tourna vers lui ses yeux noyés de larmes. « Votre frère aura les meilleurs chirurgiens de France. Je m'en porte garant. Pourquoi vous feriez ça ?» Alexandre ne sut pas quoi répondre. Il ne comprenait pas lui-même ce qui lui arrivait. À l'hôpital, Louis était conscient mais très faible. Sophie passa la soirée à son chevet, tandis qu'Alexandre attendait dans le couloir. Réfléchissant à tout ce qu'il découvrait sur sa femme, vers minuit, le docteur Mercier vint les voir. L'état de Louis s'est stabilisé, mais il faut absolument programmer l'intervention dans les 15 jours. Son cœur ne tiendra pas plus longtemps. Dans la voiture du retour, Sophie était silencieuse, épuisée. « Il va s'en sortir », dit doucement Alexandre. « J'espère. Sophie, pourquoi vous ne m'avez jamais parlé de votre famille, de votre situation ?» Elle le regarda avec surprise. « Parce que vous ne me l'avez jamais demandé. Pour vous, je ne suis qu'un arrangement commercial. » Alexandre détourna les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je n'ai pas été correct avec vous. » « Non, vous n'avez pas été correct. » La simplicité de cette réponse, sans rancœur ni reproche, lui fit plus mal que tous les cris qu'elle aurait pu pousser. Ce soir-là, pour la première fois depuis leur mariage, Alexandre frappa à la porte de Sophie avant d'entrer dans sa chambre. « Comment vous sentez-vous » ? « Fatigué, mais ça va. » Il s'assit maladroitement au bord du lit. « Sophie, ces derniers mois, Vous avez obéi à votre père, je comprends. » « Non, vous ne comprenez pas. » Il la regarda enfin dans les yeux. « Mon père voulait que je vous fasse souffrir, et j'ai obéi parce que c'était plus facile que de lui résister. » Sophie ne dit rien, attendant la suite. « Mais ce soir, en vous voyant avec votre frère, j'ai compris qui vous étiez vraiment, et j'ai honte. » « Honte de quoi ? D'avoir épousé quelqu'un de bien meilleur que moi. » Les 2 semaines qui suivirent furent les plus étranges depuis le début de leur mariage. Alexandre ne savait plus comment se comporter avec Sophie. Les mots qu'il lui avait dits ce soir-là, cette confession maladroite sur sa honte, avaient créé entre eux une intimité nouvelle qu'il ne savait pas gérer. Il commença par de petites attentions discrètes, un livre d'art qu'il laissait sur son bureau sans commentaire, un thé chaud qui l'attendait mystérieusement dans la bibliothèque quand elle étudiait tard, des fleurs fraîches dans sa chambre pour égayer l'atmosphère, expliquait-il sèchement quand elle le remerciait. Sophie acceptait ses gestes avec une politesse prudente, sans chercher à comprendre ce revirement. Elle avait appris à se méfier des changements d'humeur d'Alexandre. Un matin, alors qu'Alexandre descendait prendre son petit déjeuner, il entendit des éclats de voix venant de la cuisine. Il reconnut la voix aigre de Madame Bertrand, la femme de ménage acariâtre que son père gardait depuis des années, malgré son caractère détestable. « Et je vous dis que c'est pas normal. Une femme de son âge qui traîne dans les couloirs la nuit. Moi, je sais ce que je sais. Madame Bertrand, je vous prie de baisser le ton, » répondit la voix calme de Sophie. Alexandre s'arrêta sur le seuil, observant la scène. Madame Bertrand, rouge de colère, agitait son plumeau comme une arme. « Baissez le ton. Mais pour qui vous vous prenez ? Vous croyez qu'on sait pas d'où vous venez ? Une petite caissière qui se donne des airs ?» Sophie encaissa l'insulte sans broncher, continuant de beurrer ses tartines. Et puis cette manie de fouiller partout, de poser des questions. « Qu'est-ce que vous cherchez au juste dans cette maison ?»« Je ne cherche rien, Madame Bertrand. Je vis ici, c'est tout. Vous vivez ici par charité. N'oubliez jamais ça. » Alexandre sentit la colère monter en lui. Comment osait-elle parler ainsi à Sophie ? Il fit un pas vers la cuisine, mais s'arrêta en entendant la réponse de sa femme. « Vous avez raison, Madame Bertrand. Je suis ici par charité. Mais vous savez quoi ? Cette charité me permet de sauver la vie de mon frère. Alors vos humiliations, vos regards méprisants, vos petites méchancetés, j'encaisse tout, parce que chaque jour que je passe dans cette maison, c'est un jour de plus que Louis peut espérer vivre. » La simplicité de cette déclaration, sa dignité tranquille, frappa Alexandre comme un coup de poing. Sophie ne se révoltait pas, ne pleurait pas,
Elle acceptait tout par amour pour son frère. Mais ne vous y trompez pas, continua Sophie d'une voix douce mais ferme. Je ne suis peut-être qu'une ancienne caissière, mais j'ai plus de classe dans le petit doigt que vous n'en aurez jamais. Madame Bertrand resta bouche bée. Alexandre choisit ce moment pour entrer. Un problème ? Demanda-t-il froidement. Non, monsieur Alexandre, bégaya la femme de ménage. Madame Sophie et moi, on discutait juste. J'ai entendu votre discussion, Madame Bertrand. Vous pouvez disposer. Définitivement. Mais, monsieur Alexandre, vous êtes renvoyé. Videz votre casier et partez, maintenant. Madame Bertrand sortit en fulminant. Alexandre se tourna vers Sophie, qui le regardait avec surprise. Vous n'étiez pas obligé ? Si, j'étais obligé. Il s'assit en face d'elle, cherchant ses mots. Sophie, ce que vous avez dit tout à l'heure, à propos de la charité, c'est la vérité. Je ne me fais aucune illusion sur ma situation. Arrêtez de dire ça. L'éclat dans sa voix les surprit tous les deux. Vous n'êtes pas ici par charité, vous méritez d'être ici autant que n'importe qui. Sophie le dévisagea, déconcertée par cette véhémence soudaine. Alexandre, qu'est-ce qui vous arrive ? Depuis 2 semaines, vous ? Je ne sais pas, avoua-t-il. Je ne sais plus rien. L'après-midi même, ils devinrent se rendre à une exposition privée chez un collectionneur d'art contemporain. Dans la voiture, Alexandre observait Sophie à la dérobée. Elle portait une robe simple mais élégante qu'elle avait choisie elle-même. Et il réalisa qu'elle était belle. Vraiment belle. Pas seulement jolie. À la galerie, Sophie fit sensation. Sa connaissance de l'art, acquise lors de ses nuits d'études acharnées, impressionna les invités. Alexandre la regardait évoluer dans ce monde qu'elle avait appris à décrypter et sentait une fierté étrange l'envahir. « Votre épouse est remarquable », murmura Jacques Montpellier, un critique d'art influent. Sa analyse de ce Basquiat était brillante. « Oui », répondit Alexandre, surpris par la sincérité de son accord. « Elle l'est », quand Cécile de Fresne s'approcha avec son sourire venimeux habituel. Alexandre eut un mouvement protecteur vers Sophie. « Ma chère Sophie, toujours aussi, pittoresque dans vos interprétations artistiques. »« Merci, Cécile, » répondit Sophie calmement. « C'est gentil. » Mais Alexandre avait saisi le sous-entendu méprisant. « Au contraire, Cécile, Sophie vient de faire une analyse que le conservateur du Louvre lui-même a trouvée remarquable. Mais peut-être que vos goûts artistiques se limitent aux reproductions de votre salon. » Cécile rougit violemment et s'éclipsa. Sophie regarda Alexandre avec stupéfaction. « Pourquoi vous avez fait ça ? Parce qu'elle vous manquait de respect. Et alors, ça ne vous a jamais dérangé avant ?» Alexandre ne sut quoi répondre. Il ne comprenait pas lui-même ce qui lui arrivait. Le soir même, Sébastien rentra de voyage, au dîner. L'atmosphère redevint immédiatement tendue. Le patriarche observait son fils et sa belle-fille avec ses yeux perçants. « Alors, mes chers époux, comment s'est passée ma petite absence ?»« Très bien, père, » répondit Alexandre d'un ton neutre. « J'espère que Sophie continue à apprendre ses leçons. » Il y avait quelque chose de cruel dans l'intonation. Sophie baissa les yeux vers son assiette. « Elle les apprend très bien, » dit Alexandre avec une pointe d'agacement. Sébastien haussa un sourcil. « Tiens donc, et à quoi attribues-tu ces progrès ? À son intelligence et à sa détermination ?» Le silence qui suivit fut lourd de sous-entendus. Sébastien posa ses couverts et fixa son fils. « Alexandre, pourrais-tu m'accompagner dans mon bureau après le dîner ? Nous avons à parler. »« Qu'est-ce qui te prend ?» attaqua Sébastien dès qu'ils furent seuls. « Je ne vois pas de quoi tu parles. Ne joue pas au plus fin avec moi. Tu défends cette fille maintenant. » Alexandre sentit ses mâchoires se crisper. « Cette fille est ma femme, ta femme. » Sébastien éclata d'un rire méprisant. « Allons, Alexandre. Cette femme n'est qu'un instrument. Tu l'as épousée pour rembourser tes dettes de jeu. Point final. C'était peut-être vrai au début. C'est toujours vrai. Tu ne vas quand même pas me dire que tu développes des sentiments pour elle. » Alexandre ne répondit pas, ce qui fut une réponse en soi. « Mon Dieu !» Sébastien secoua la tête avec dégoût. « Tu es encore plus faible que je ne le pensais. Faible, parce que je reconnais les qualités de quelqu'un, parce que tu oublies qui tu es, cette fille. Alexandre, cette fille n'est pas n'importe qui. Sa famille est la nôtre. Quoi ? Qu'est-ce que vous avez contre les Laurent ?» Sébastien s'arrêta net, réalisant qu'il en avait trop dit. « Rien, absolument rien.
Mais n'oublie jamais une chose. Cette union a un but précis. Ne te laisse pas attendrir par quelques sourires et quelques larmes bien placées. Alexandre sortit du bureau plus troublé qu'il n'y était entré. Qu'est-ce que son père cachait sur la famille de Sophie? Cette nuit-là, il ne put dormir. Vers 2 heures du matin, il descendit à la cuisine prendre un verre d'eau et trouva Sophie assise à la petite table, les yeux rouges. « Ça ne va pas ?» Elle sursauta. « Alexandre, j'ai reçu des nouvelles de Louis. L'opération est programmée pour après-demain. C'est une bonne nouvelle. » « Non. Oui, mais... » Elle essuya ses larmes. « J'ai peur. Et s'il ne s'en sortait pas, s'il mourait sur la table d'opération ?» Alexandre s'assit en face d'elle, pris d'une envie irrésistible de la consoler. « Il ne mourra pas. Vous n'en savez rien. Sophie. » Il tendit la main vers elle, puis la retira. « Votre frère va s'en sortir. Il est jeune, il est fort, et il vous a pour se battre pour lui. » Elle leva vers lui des yeux pleins de gratitude et de vulnérabilité. À cet instant, Alexandre eut envie de la prendre dans ses bras, de lui promettre que tout irait bien, de la protéger de toutes les souffrances du monde. Cette pensée le terrifia. « Je vais me recoucher », bégaya-t-il en se levant précipitamment. « Alexandre », sa voix douce l'arrêta. « Merci pour tout ce que vous faites pour Louis et pour avoir été gentil avec moi ces derniers temps. » Il ne répondit pas. Fuyant ce regard qui le bouleversait, dans sa chambre, il se laissa tomber sur son lit, le cœur battant. Qu'est-ce qui lui arrivait? Pourquoi cette femme qu'il était censé mépriser occupait-elle maintenant toutes ses pensées? Pourquoi ses souffrances lui faisaient-elles mal? Pourquoi avait-il envie de la protéger, de la rendre heureuse? Pour la première fois de sa vie, Alexandre Delaunay était en train de tomber amoureux, et cela l'effrayait plus que tout. L'opération de Louis dura 7 heures. 7 heures pendant lesquelles Sophie fit les 100 pas dans les couloirs de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Incapable de tenir en place, Alexandre était arrivé vers midi avec des sandwichs qu'elle n'avait pas touchés, et depuis, il restait silencieusement à ses côtés. Famille Laurent appela enfin le docteur Mercier. Sophie se précipita vers lui, le visage livide d'angoisse. Alors, le sourire du chirurgien la rassura immédiatement. « C'est une réussite totale. Le cœur de Louis bat parfaitement. Dans quelques mois, il pourra mener une vie tout à fait normale. » Sophie s'effondra en larmes de soulagement. Alexandre, instinctivement, la prit dans ses bras pour la soutenir. Elle s'accrocha à lui comme à une bouée de sauvetage, sanglotant contre son épaule. « Il va vivre, répétait-elle entre deux sanglots. Alexandre sentit quelque chose se briser définitivement en lui, en tenant ce corps fragile qui tremblait contre le sien. L'amour qu'il avait tenté de nier ces dernières semaines explosa dans sa poitrine avec la force d'un raz-de-marée. 3 jours plus tard, Louis était sorti d'affaires et Sophie rayonnait, littéralement. Pour la première fois depuis des mois, elle souriait vraiment. Alexandre ne se lassait pas de la regarder rire avec les infirmières, plaisanter avec son frère, retrouver cette joie de vivre que la souffrance avait éteinte. « Je ne sais pas comment vous remercier », lui dit-elle dans la voiture qui les ramenait de l'hôpital. « Sans vous, sans cet argent, ne me remerciez pas. » La voix d'Alexandre était rauque. « Je ne mérite pas vos remerciements. Pourquoi dites-vous ça ?» Il ne répondit pas, fixant obstinément la route. Comment lui avouer qu'il l'aimait? Comment lui dire que ces derniers mois d'humiliation lui faisaient honte au point qu'il ne dormait plus? Le soir même, Sébastien convoqua son fils dans son bureau. Il avait eu vent du succès de l'opération et n'appréciait visiblement pas la tournure des événements. « J'espère que tu réalises ce qui vient de se passer », attaqua-t-il sans préambule. « Louis va bien ? C'est tout ce qui compte. Ce qui compte, imbécile, c'est que tu viens de sauver le frère de cette fille. Tu comprends ce que ça change. » Alexandre haussa les épaules. « Non, et je m'en fiche. »« Tu t'en fiches. » Sébastien se leva, furieux. « Mais enfin... » Alexandre, le but était de la faire souffrir, de l'humilier. Et toi, tu joues les sauveurs. Peut-être que le but a changé. Le but ne change pas. Cette fille doit payer pour... Pourquoi ? Explosa Alexandre. Pourquoi exactement ? Qu'est-ce que Sophie vous a fait ? Qu'est-ce que sa famille vous a fait ? Sébastien se figea, comprenant qu'il était allé trop loin. Rien, elle ne m'a rien fait, mais c'est le principe. Quel principe ? Celui de détruire une innocente pour votre bon plaisir. Ne me parle pas sur ce ton. Alors arrêtez de me demander d'être cruel avec ma femme. Le mot avait jailli malgré lui. Ma femme, pas cette fille,
Pas Sophie Laurent. Sa femme. Sébastien eut un sourire mauvais. Ah, nous y voilà. Tu es amoureux. Alexandre ne nia pas. Tu es amoureux d'une petite caissière qui t'a épousé pour de l'argent. Pathétique. Elle vaut 1000 fois mieux que nous tous réunis. Elle t'a bien eu. Dis donc, quelques larmes, quelques regards de biche blessée, et mon fils tombe dans le panneau comme un débutant. Taisez-vous. Tu sais ce qu'elle fera quand son contrat sera terminé. Elle partira avec son argent, et tu ne la reverras jamais. Taisez-vous. Elle se moque de toi. Alexandre, elle joue la comédie de la femme fragile, et toi... Alexandre gifla son père. Le claquement résonna dans le bureau silencieux. Ne parlez plus jamais de Sophie comme ça, plus jamais. Il sortit en claquant la porte, laissant Sébastien médusé. Une main sur sa joue rouge, Alexandre monta directement dans sa chambre, mais ne put rester immobile. Il faisait les 100 pas, l'esprit en ébullition. Les mots de son père résonnèrent dans sa tête. Elle se moque de toi. Et si c'était vrai? Et si Sophie ne voyait en lui qu'un moyen d'obtenir ce qu'elle voulait? Non, il avait vu ses larmes, sa sincérité, sa générosité envers les autres. On ne pouvait pas feindre une telle bonté. Vers minuit, n'y tenant plus, il frappa à la porte de Sophie. Entrez. Elle était assise dans son lit, en chemise de nuit blanche, lisant un livre. Ses cheveux défaits tombaient sur ses épaules, et Alexandre dut faire un effort pour respirer normalement. « Alexandre, il y a un problème. Sophie, il faut qu'on parle. » Elle posa son livre, inquiète de son expression tourmentée. « Qu'est-ce qui se passe ?» Alexandre s'assit au bord du lit, cherchant ses mots. « Ces derniers mois, la façon dont je vous ai traité, c'était impardonnable. » Alexandre, « Non, laissez-moi finir. Vous ne méritez pas ce que je vous ai fait subir. Vous ne méritiez pas mes humiliations, mes remarques cruelles, mon mépris. » Il se leva brusquement et, sous le regard stupéfait de Sophie, se laissa tomber à genoux devant elle. « Alexandre, qu'est-ce que vous faites ? Je vous demande pardon. » Sa voix se brisa. « Je vous demande pardon pour tous ces mois d'enfer que je vous ai fait vivre, pour chaque larme que j'ai provoquée, pour chaque fois que je vous ai rabaissé. » Sophie descendit du lit et s'agenouilla face à lui. « Relevez-vous, je vous en prie. »« Non, pas tant que vous ne m'avez pas pardonné. Alexandre, regardez-moi. » Il leva vers elle des yeux brillants de larmes retenues. « Je vous ai déjà pardonné. » « Quoi ? Il y a longtemps que je vous ai pardonné, parce que j'ai vu qui vous étiez vraiment. Sous la cruauté que votre père exigeait, j'ai vu votre vrai visage. Un homme bon, généreux, qui souffrait autant que moi de cette comédie. Comment pouvez-vous dire ça ? Comment pouvez-vous me pardonner si facilement ?» Sophie tendit la main vers son visage, hésita, puis caressa doucement sa joue. « Parce que j'ai appris à vous connaître. Les petites attentions que vous croyiez discrètes, la façon dont vous me défendiez sans en avoir l'air, votre colère quand quelqu'un me manquait de respect, vous pensez que je n'ai rien vu ?» Alexandre ferma les yeux sous cette caresse. Bouleversée, Sophie, Quoi ? Il prit sa main, la porta à ses lèvres et y déposa un baiser tremblant. « Je suis tombé amoureux de vous. » Sophie sentit son cœur s'arrêter. « Alexandre, je sais que c'est ridicule. Je sais que vous m'avez épousé pour sauver Louis, que notre mariage n'est qu'un contrat, mais je ne peux plus faire semblant. Je vous aime. » Il y eut un silence infini. Sophie le regardait comme si elle le voyait pour la première fois. « Vous m'aimez » murmura-t-elle. « Oui, éperdument. Désespérément. Je vous aime, et ça me terrifie. » « Pourquoi ça vous terrifie ? Parce que j'ai peur que vous partiez, parce que dans 1 an, notre contrat se terminera et que vous reprendrez votre liberté, parce que vous méritez mieux qu'un homme qui vous a fait souffrir pendant des mois. » Sophie prit son visage entre ses mains, plongeant ses yeux dans les siens. « Alexandre, vous voulez savoir un secret ?» Il hocha la tête, n'osant respirer. « Moi aussi, je suis tombée amoureuse. » « Quoi ? De l'homme qui m'apportait du thé quand j'étudiais la nuit, de celui qui m'a porté quand je me suis évanouie, de celui qui a défendu son épouse face à une vieille peau acariâtre, de celui qui a passé des heures à l'hôpital juste pour me tenir compagnie. » Alexandre la regardait, incrédule. « Vous m'aimez ? Je vous aime. » Il l'embrassa alors, doucement d'abord, puis avec toute la passion contenue de ces longs mois, Sophie répondit à son baiser avec la même ardeur, et ils restèrent enlacés sur le tapis de la chambre, oubliant le monde extérieur. « Je vous aime », répétait Alexandre contre ses lèvres. « Je vous aime tant.
Moi aussi, je vous aime. » Ils se relevèrent lentement, les mains entremêlées, se regardant avec émerveillement comme s'ils se découvraient pour la première fois. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Sophie. « Maintenant ?» Alexandre sourit, et c'était le premier vrai sourire qu'elle lui voyait. « Maintenant, on oublie ce maudit contrat. On recommence tout, comme si on se rencontrait aujourd'hui. Et votre père ?» L'expression d'Alexandre se durcit. « Mon père devra s'y faire. Ou pas, je m'en fiche. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis leur mariage, Alexandre resta dans la chambre de Sophie, pas pour consommer leur union, il n'était pas encore prêt pour ça, mais simplement pour la tenir dans ses bras, pour rattraper tous ces mois perdus à se faire du mal mutuellement. « Sophie, promettez-moi quelque chose. »« Quoi ? Ne partez jamais. Quoi qu'il arrive, ne me quittez pas. » Sophie se blottit plus étroitement contre lui. « Je vous le promets. » Dans son bureau, Sébastien Delaunay contemplait la marque rouge sur sa joue en serrant les poings. Son plan s'effondrait. Pire, il se retournait contre lui. Il fallait qu'il trouve autre chose, quelque chose de plus radical. Il décrocha son téléphone et composa un numéro. « Allô, c'est Sébastien Delaunay. J'ai besoin de vous voir. Demain matin. C'est urgent. » Le jeu venait de changer. Et Sébastien n'avait pas dit son dernier mot. 3 semaines après la réconciliation, l'hôtel particulier des Delaunay n'avait jamais connu une atmosphère aussi légère. Sophie et Alexandre passaient leurs journées ensemble. Découvrant leur amour naissant avec l'émerveillement de 2 adolescents, ils se promenaient dans Paris, visitaient des musées, dînaient dans de petits restaurants discrets où Alexandre pouvait oublier qu'il était un Delaunay. « Tu sais ce qui me rend le plus heureux ?» demanda-t-il un matin en la regardant prendre son petit déjeuner. « Dis-moi, te voir sourire, un vrai sourire, pas celui que tu portais comme un masque pendant nos sorties mondaines ?» Sophie rougit. Depuis qu'ils s'étaient avoués leurs sentiments, elle découvrait une facette tendre d'Alexandre qu'elle n'aurait jamais soupçonnée. « Et toi, qu'est-ce qui te rend heureuse ?» continua-t-il. « Voir que tu n'es plus en guerre contre toi-même. Ces derniers mois, tu avais l'air de porter le poids du monde sur tes épaules. » Alexandre prit sa main par-dessus la table. C'était le cas. « Mon père ?» Il s'interrompit. Ils évitaient soigneusement le sujet de Sébastien, qui était parti en voyage d'affaires juste après leur réconciliation, officiellement pour superviser l'ouverture d'une nouvelle filiale à Milan, mais Alexandre soupçonnait son père de fuir la situation. « Il faudra bien qu'on en parle un jour », murmura Sophie. « Je sais, mais pas maintenant, pas quand tout va si bien. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que Sébastien n'était pas à Milan. Il se trouvait dans un petit café sordide du 20e arrondissement, face à un homme au visage buriné et aux yeux froids. « Alors, Mercier, qu'est-ce que vous avez trouvé ?» Jean-Pierre Mercier était détective privé depuis 20 ans, spécialisé dans les affaires délicates. Il ne posait jamais de questions sur les motivations de ses clients. « J'ai tout ce que vous vouliez sur la famille Laurent, » dit-il en sortant une épaisse enveloppe de son attaché-case. « Et je peux vous dire que c'est du lourd. » Sébastien ouvrit l'enveloppe avec avidité. Photos, documents officiels, témoignages, tout ce qui pouvait salir la réputation de Sophie. « Alors, votre belle-fille est clean, trop clean, même, jamais eu d'histoire, jamais eu d'amant, a sacrifié sa jeunesse pour sa famille, une vraie sainte. » Sébastien grinça des dents. « Continuez. » Mais Mercier sourit avec sadisme. « J'ai creusé plus loin, et là j'ai trouvé des trucs intéressants sur son père. Robert Laurent, il est mort depuis 23 ans. Justement, j'ai retrouvé ses anciens associés, ses documents personnels. Et devinez quoi ? Sébastien sentit son pouce s'accélérer. Robert Laurent avait caché des preuves, des documents qui prouvent que vous avez falsifié les contrats de brevet, des témoignages enregistrés qui vous accusent directement de manipulation et de vol. Le sang de Sébastien se glaça. « C'est impossible, j'ai tout détruit. » Pas tout. Laurent était prudent. Il a laissé une copie de tous ses documents dans un coffre-fort à la Société Générale de République. Et devinez qui hérite de ce coffre. « Sophie », murmura Sébastien. « Exactement. Votre chère belle-fille possède, sans le savoir, de quoi vous envoyer en prison et récupérer 70% de votre empire. » Sébastien resta silencieux un long moment, digérant cette information catastrophique. « Elle est au courant. » Non, elle ne sait même pas que le coffre existe. Mais si quelqu'un venait à lui dire «
Combien pour votre silence ? Merci, ricana. Monsieur Delaunay, mon silence n'est pas à vendre, mais mon rapport. Si. Il posa une seconde enveloppe sur la table. 100 000 € et vous avez tout. Originaux compris. Sébastien sortit son chéquier sans hésiter. De retour à l'hôtel particulier, Sébastien s'enferma dans son bureau pour étudier les documents. Plus il lisait, plus la situation lui apparaissait désespérée. Robert avait tout prévu. Enregistrement de leur conversation, copie des vrais brevets, témoignages de témoins. Si Sophie découvrait ces preuves, c'était la fin. Non seulement elle pourrait le faire emprisonner, mais elle deviendrait propriétaire légitime de l'empire qu'il avait mis 30 ans à bâtir. Il fallait agir, vite. Le soir même, Sophie et Alexandre rentraient d'une promenade au jardin du Luxembourg quand ils trouvèrent Sébastien qui les attendait au salon. « Bonsoir, mes chers enfants, nous devons parler. » Alexandre se raidit. « De quoi ? De votre avenir. Du vrai avenir de votre couple. » Sophie sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le sourire de Sébastien était trop faux, son regard trop calculateur. « Père, si c'est encore c'est pour vous féliciter, au contraire. » Sébastien écarta les bras dans un geste théâtral. « J'ai enfin compris que vous vous aimiez vraiment, et je l'accepte. » Alexandre et Sophie échangèrent un regard méfiant. « Vous l'acceptez ?» répéta Alexandre. « Parfaitement. Sophie fait partie de la famille maintenant. D'ailleurs, j'ai une surprise pour elle. » Sébastien sortit une clé dorée de sa poche. « Ma chère Sophie, cette clé ouvre un coffre-fort qui appartenait à votre père. Je viens de découvrir son existence en classant de vieux papiers. Il contient sûrement des souvenirs précieux de votre famille. » Sophie prit la clé avec émotion. « Un coffre de mon père. Mais pourquoi vous l'avez ? Votre père et moi étions associés. Vous vous souvenez ? Il m'avait confié cette clé avant sa mort, me demandant de la remettre à sa fille quand elle serait majeure. J'avoue que j'avais oublié. C'était un mensonge parfaitement orchestré. » Sébastien comptait sur la curiosité naturelle de Sophie pour qu'elle ouvre ce coffre, et quand elle découvrirait les documents, la révélation de son passé de meurtrier détruirait son mariage avec Alexandre. « Où se trouve ce coffre ?» demanda Sophie. Les larmes aux yeux. « À la Société Générale de République, vous pouvez y aller dès demain. » Cette nuit-là, Sophie ne put dormir. L'idée de retrouver des traces de son père l'emplissait d'une excitation mêlée d'appréhension. Alexandre, lui, se méfiait de cette soudaine générosité de son père. « C'est bizarre qu'il ait gardé ça pendant 23 ans, » murmura-t-il. « Peut-être qu'il a vraiment oublié, ou peut-être qu'il ne voulait pas rouvrir de vieilles blessures. Peut-être. » Mais Alexandre ne pouvait pas oublier le regard satisfait qu'il avait surpris dans les yeux de son père. Le lendemain matin, Sophie se rendit seule à la banque. Le coffre était effectivement au nom de Robert Laurent, et la clé l'ouvrait parfaitement. À l'intérieur, elle trouva des photos d'elle bébé qu'elle n'avait jamais vues, des lettres d'amour que son père avait écrites à sa mère, et une épaisse enveloppe marquée « Pour Sophie », à n'ouvrir qu'en cas de danger. Les mains tremblantes, elle décacheta l'enveloppe. La première page la fit vaciller. « Si tu lis ceci, ma petite fille, c'est que quelque chose m'est arrivé, et je parie que Sébastien Delaunay n'y est pas étranger. » Sophie continua sa lecture. Incrédule, son père accusait Sébastien de manipulation, de vol, de falsification de documents. Il expliquait comment leur association avait tourné au cauchemar, comment Sébastien était devenu de plus en plus cupide et sans scrupules. Je sens que Sébastien était capable du pire pour s'approprier nos brevets. S'il m'arrive quelque chose, sache que toutes les preuves de ces crimes sont dans ce coffre. Tu es ma fille, Sophie. Tu es la véritable héritière de notre travail. Les documents suivants étaient accablants. Contrats originaux prouvant que les brevets appartenaient à Robert. Enregistrement de conversation où Sébastien avouait ses manipulations, témoignages de témoins. Et au fond du coffre, un dernier document qui lui fit l'effet d'une bombe, l'acte de propriété original de l'entreprise qui allait devenir l'Empire Delaunay. Robert Laurent en possédait 70%. Sophie s'effondra sur sa chaise. Tout ce que possédait Sébastien lui revenait de droit. Elle était l'héritière légitime d'un empire de plusieurs milliards. Mais surtout, elle venait de comprendre pourquoi Sébastien avait voulu la faire souffrir. Pourquoi il avait forcé Alexandre à l'épouser pour l'humilier. Il savait qui elle était. Il savait qu'elle était la fille de l'homme qu'il avait probablement tué. Sophie rentra à l'hôtel particulier dans un état de choc. Elle croisa Sébastien dans le hall. « Alors, ma chère Sophie, vous avez trouvé de beaux souvenirs.
Elle le regarda dans les yeux, et pour la première fois, elle y lut ce qu'elle n'avait jamais voulu voir, une cruauté froide et calculatrice. « Oui », répondit-elle d'une voix blanche. « De très beaux souvenirs ?» Sébastien sourit, satisfait, dans quelques heures, quand Sophie montrerait ses documents à Alexandre, leur couple exploserait. Alexandre ne pourrait jamais accepter d'avoir épousé la fille de l'homme que son père avait détruit. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Sophie venait de prendre une décision. Elle ne dirait rien à Alexandre, pas encore. Elle devait d'abord comprendre toute la vérité. Et si cette vérité était ce qu'elle craignait, alors Sébastien Delaunay découvrirait que la fille de Robert Laurent n'était pas la petite souris effrayée qu'il croyait manipuler. La guerre venait de commencer, et cette fois, Sophie Laurent Delaunay était prête à se battre. Sophie passa les 3 jours suivants dans un état de tension extrême. Elle souriait à Alexandre, participait aux conversations du dîner, jouait parfaitement son rôle d'épouse aimante, mais son esprit ne cessait de tourner autour des révélations contenues dans le coffre de son père. Chaque regard de Sébastien lui donnait la nausée. Cet homme qui l'observait avec satisfaction, croyant avoir gagné, avait probablement tué son père. Et elle, naïve, elle avait accepté d'épouser son fils. « Sophie, ça va ?» demanda Alexandre en la voyant pousser distraitement la nourriture dans son assiette. « Oui, juste un peu fatiguée. » Sébastien leva les yeux de son journal. « Peut-être devriez-vous consulter un médecin ? Ma chère belle-fille, vous me semblez préoccupée ces derniers temps. » Le ton faussement paternel fit bouillir le sang de Sophie. « Ce n'est rien, juste l'émotion d'avoir retrouvé des affaires de mon père. »« Ah oui, ce fameux coffre. » Sébastien posa son journal. « Vous n'en avez pas encore parlé à Alexandre. Il doit être curieux de connaître l'histoire de votre famille. » Sophie sentit le piège se refermer. Sébastien attendait qu'elle révèle la vérité à Alexandre, persuadé que cela détruirait leur mariage. Il y avait surtout des photos et des lettres personnelles. Mentit-elle. Rien de très intéressant pour Alexandre. Le sourire de Sébastien vacilla légèrement. Cette nuit-là, Sophie ne put fermer l'œil. Vers 3 heures du matin, elle se glissa hors du lit, laissant Alexandre dormir, et descendit dans le bureau de Sébastien. Elle avait pris sa décision. Elle allait fouiller, chercher d'autres preuves, comprendre toute l'étendue de ses crimes. Elle crocheta la serrure avec une épingle à cheveux, une technique apprise dans sa jeunesse difficile du 19e arrondissement, et commença à explorer méthodiquement les tiroirs. Au bout d'1 heure, elle trouva ce qu'elle cherchait, un dossier marqué « Laurent », classé, à l'intérieur, des documents qui lui glacèrent le sang, le rapport d'autopsie de son père, des notes manuscrites de Sébastien planifiant sa mort, des photographies de la scène de crime, coup de feu à bout portant, maquillé en accident, témoin éliminé. Sophie dut se retenir au bureau pour ne pas vomir. Son père n'était pas mort dans un accident. Il avait été assassiné de sang-froid par son meilleur ami. Émouvant, n'est-ce pas ? Sophie sursauta violemment. Sébastien se tenait dans l'encadrement de la porte, en robe de chambre, un sourire glacial aux lèvres. « Vous saviez que je viendrais ici. Ma chère Sophie, je vous attendais depuis 3 jours. Je commençais à me demander si vous aviez vraiment du sang de Laurent dans les veines. » Sophie se redressa lentement. Les documents à la main. Pourquoi l'avoir tué ? Sébastien entra dans le bureau et referma la porte derrière lui. Parce qu'il était faible, parce qu'il se contentait de nos petits brevets sans voir le potentiel énorme qu'ils représentaient. Moi, j'avais une vision qui valait la vie de votre meilleure amie. La sentimentalité ne fait pas les empires, ma petite fille. Sébastien s'installa tranquillement dans son fauteuil. Votre père était un excellent ingénieur, mais un piètre homme d'affaires. Moi, j'ai transformé ses inventions en un empire de plusieurs milliards. Avec son argent, ses brevets qu'il n'aurait jamais su exploiter. Regardez ce que j'en ai fait. Regardez l'empire que j'ai bâti. Votre père serait fier. Sophie serra les poings, tremblant de rage. Il serait écœuré, comme je le suis. Vraiment. Sébastien se pencha vers elle. Et qu'est-ce que vous comptez faire ? Allez voir la police. Avec des preuves vieilles de 23 ans. Un crime prescrit depuis longtemps. Sophie réalisa avec horreur qu'il avait raison. Le meurtre était prescrit, mais pas les fraudes financières, pas les faux en écriture, pas l'usurpation d'identité commerciale. Le sourire de Sébastien s'effaça. Et surtout, continua Sophie d'une voix de plus en plus assurée,
pas le fait que je suis la véritable propriétaire de 70% de votre empire. Vous n'oserez jamais. Ah non. Et pourquoi ça? Sébastien se leva, menaçant. Parce que si vous me détruisez, vous détruisez Alexandre. Mon fils ne vous pardonnera jamais d'avoir ruiné sa famille. Votre petit conte de fées d'amour s'effondrera. Sophie encaissa le coup. C'était exactement ce qu'elle craignait. C'est pour ça que vous lui avez fait épouser la fille de votre victime, n'est-ce pas? Vous saviez qu'un jour, la vérité éclaterait, et que quand Alexandre l'apprendrait, notre mariage exploserait. Exactement, vous commencez à comprendre. Et vous pensiez que j'allais me taire, que j'allais laisser passer ça. Je pensais que vous alliez choisir l'amour plutôt que la vengeance, que vous préféreriez préserver votre bonheur avec Alexandre plutôt que de me détruire. Sophie le fixa longuement, puis éclata d'un rire amer. Vous vous trompez sur toute la ligne, Sébastien Delaunay. À cet instant, la porte du bureau s'ouvrit brutalement. Alexandre apparut, échevelé, inquiet. Sophie, je t'ai cherché partout. Qu'est-ce que tu fais? Il s'arrêta net en voyant la scène. Sa femme face à son père, des documents éparpillés sur le bureau, l'atmosphère électrique qui régnait dans la pièce. Qu'est-ce qui se passe ici? Sophie et Sébastien se regardèrent. Le moment de vérité était arrivé. Alexandre, dit doucement Sophie, il faut que tu saches quelque chose. Sur ton père, sur moi, sur notre mariage. Sophie, non, siffla Sébastien. Mais elle l'ignora, tendant les documents à Alexandre. Ton père a tué le mien il y a 23 ans pour voler ses brevets et sa fortune. Alexandre prit les papiers d'une main tremblante, regardant alternativement sa femme et son père. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que Robert Laurent, mon père, a été assassiné par Sébastien Delaunay, ton père, et que tout cet empire vous appartient de droit à moi. Alexandre parcourut rapidement les documents, son visage se décomposant au fur et à mesure. Papa, dis-moi que ce n'est pas vrai. Sébastien resta silencieux. Papa, c'était il y a longtemps, Alexandre. C'était nécessaire. Nécessaire. Alexandre laissa tomber les papiers. Tu as tué un homme, ton meilleur ami, pour construire l'empire que tu hériteras un jour. Je ne veux pas d'un empire bâti sur le meurtre. Alexandre se tourna vers Sophie, les yeux brillants de larmes. Et toi, tu le savais depuis quand? Depuis 3 jours. Depuis que j'ai ouvert le coffre. 3 jours. Alexandre chancela. Tu le savais depuis 3 jours et tu ne m'as rien dit. Je ne savais pas comment. Comment me dire que j'ai épousé la fille de la victime de mon père? Comment me dire que notre amour était une mascarade? Ce n'est pas une mascarade, cria Sophie. Je t'aime, tu m'aimes. Alexandre eut un rire désespéré. Tu es là pour venger ton père. Tout ça n'était qu'un plan. Non, Alexandre, écoute-moi. Mais Alexandre était déjà sorti du bureau. Sophie voulut le suivre, mais Sébastien l'arrêta. Laissez-le. Vous avez eu ce que vous vouliez. Vous avez détruit votre propre bonheur pour satisfaire votre soif de vengeance. Sophie le regarda avec dégoût. Ma soif de vengeance. C'est vous qui avez orchestré tout ça. C'est vous qui avez voulu me faire souffrir. Et j'y suis arrivée. Regardez-vous, vous venez de perdre l'homme que vous aimez. Sophie sentit les larmes couler sur ses joues, mais sa voix resta ferme. Peut-être, mais vous venez de perdre votre fils et votre empire, parce que demain matin, tous ces documents seront entre les mains de mon avocat. Vous n'oserez pas. Regardez-moi bien. Sébastien Delaunay. Sophie ramassa les documents et se dirigea vers la porte. Je suis la fille de Robert Laurent, et les Laurent ne reculent devant rien quand il s'agit de rendre justice. Elle sortit du bureau, laissant Sébastien seul avec ses démons. Dans le couloir, elle croisa Pierre, le domestique, qui l'avait entendu pleurer. « Madame Sophie, vous allez bien? Pierre, dites-moi. Alexandre est parti? Oui, madame. Il a pris sa voiture. Il avait l'air bouleversé. » Sophie hocha la tête. Elle monta dans sa chambre, fit ses valises en quelques minutes et quitta l'hôtel particulier des Delaunay sans se retourner. La guerre était déclarée, mais elle venait de comprendre qu'en gagnant cette bataille, elle avait peut-être perdu ce qui comptait le plus pour elle. L'amour d'Alexandre. Une semaine plus tard, Sophie avait trouvé refuge dans un petit hôtel du Marais, loin du luxe ostentatoire des Delaunay. Maître Rousseau, son avocat, étalait les documents sur la table de sa chambre modeste. « Madame Delaunay,
Ces preuves sont accablantes. Avec ça, nous pouvons non seulement récupérer votre héritage légitime, mais aussi porter plainte pour escroquerie, faux en écriture, usurpation d'identité commerciale. Combien de temps Sébastien risque-t-il ? 15 à 20 ans de prison au minimum, et la saisie complète de ses biens. Sophie regardait par la fenêtre les toits de Paris. Depuis une semaine, elle n'avait aucune nouvelle d'Alexandre. Elle avait essayé de l'appeler 100 fois, mais il ne décrochait pas. « Maître, si je renonce aux poursuites ?» L'avocat leva les yeux. Stupéfait. « Pardon. Si je ne porte pas plainte, si je renonce à tout ça. Madame, vous plaisantez. Cet homme a tué votre père. Il a volé votre héritage. Il vous a humilié pendant des mois. Je sais. » Sophie se tourna vers lui. « Mais si je le détruis, je détruis aussi Alexandre et Louis. Louis n'aura plus ses traitements. Voyons, avec votre fortune récupérée, vous pourrez... » Vous ne comprenez pas. Sophie s'assit en face de lui. « Mon père était un homme bon, un homme qui croyait au pardon. À la rédemption, qu'est-ce qu'il penserait de voir sa fille détruire des vies par vengeance ? Il penserait que justice est faite. » Sophie secoua la tête. « Non. Papa m'a toujours dit qu'il valait mieux construire que détruire, qu'il valait mieux pardonner que haïr. » Maître Rousseau rangea ses papiers avec agacement. « Vous commettez une erreur, madame. Cet homme ne mérite pas votre clémence. Peut-être. Mais moi, je mérite de pouvoir me regarder dans un miroir. » Pendant ce temps, Alexandre errait dans Paris comme une âme en peine. Il n'était pas rentré chez lui depuis la confrontation. Dormant dans des hôtels, fuyant les appels de son père, incapable de digérer la vérité, son père, un meurtrier, sa femme, la fille de la victime, leur amour, bâti sur un mensonge, il se trouvait sur un banc des Tuileries quand Louis-Laurent l'aborda. « Monsieur Delaunay !» Alexandre leva la tête. Le jeune homme avait bonne mine. L'opération avait parfaitement réussi. « Louis, comment allez-vous ? » ?»« Bien, grâce à vous. » Louis s'assit à côté de lui. « Sophie m'a tout raconté. »« Ah, elle pleure tous les jours. Vous savez... » Alexandre ferma les yeux. « Votre sœur a fait ce qu'elle devait faire. Elle a révélé la vérité. Vous lui en voulez ? Je ne sais pas. Je ne sais plus rien. » Louis observa cet homme qui avait sauvé sa vie et qui semblait maintenant brisé. « Monsieur Delaunay, puis-je vous demander quelque chose ? » ?»« Allez-y. Vous aimez vraiment ma sœur. » Alexandre ouvrit les yeux. « Plus que tout au monde. Alors pourquoi vous la fuyez ? Parce que tout était faux dès le départ, notre mariage, nos sentiments. Vos sentiments étaient faux. » Louis sourit tristement. « Moi qui vous ai vu la regarder, moi qui ai vu comme vous trembliez quand elle souffrait, vous appelez ça de faux sentiments ?» Alexandre ne répondit pas. « Sophie aurait pu vous haïr. Vous savez, quand elle a compris qui était votre père, elle aurait pu se venger sur vous, mais elle vous aimait trop pour ça. Elle aurait dû, j'aurais mérité sa haine. Vraiment, qu'est-ce que vous avez fait ? Êtes-vous responsable des crimes de votre père ? J'ai été cruelle avec elle. Pendant des mois, sur ordre de votre père, et vous avez changé. Vous êtes tombé amoureux malgré tout. » Louis se leva. « Sophie refuse de porter plainte contre votre père. Vous savez pourquoi ? » Alexandre secoua la tête. « Parce qu'elle vous aime. Parce qu'elle préfère renoncer à la justice plutôt que de vous faire souffrir. Alors, monsieur Delaunay, méritez-vous un tel amour ?» Le soir même, Alexandre se décida enfin à rentrer. L'hôtel particulier lui sembla vide, glacé. Sébastien l'attendait dans son bureau, vieilli de 10 ans en une semaine. « Alexandre, tu es revenu ? » ?»« Oui, pour me dire adieu avant qu'on m'emmène. » Alexandre s'assit en face de son père. « Sophie ne portera pas plainte. » Sébastien leva la tête, incrédule. « Quoi ? Elle renonce aux poursuites. Elle renonce à son héritage. Elle préfère te pardonner. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que toi, tu en serais incapable. » Sébastien resta silencieux. « Papa ?» Alexandre chercha ses mots. « Pourquoi ? Pourquoi avoir tué Robert ? Pour toi ? Pour l'empire que je voulais te laisser. Je ne t'ai jamais demandé d'empire. J'aurais préféré avoir un père honnête. L'honnêteté ne nourrit pas sa famille, Alexandre. L'honnêteté permet de se regarder dans un miroir. » Alexandre se leva. « Tu as tué ton meilleur ami. Tu as orpheliné une petite fille de 2 ans. Tu as volé leur avenir. Et pourquoi ? Pour de l'argent, pour le pouvoir.
pour que le nom Delaunay compte dans ce monde. Le nom Delaunay sera toujours souillé par ce que tu as fait. » Alexandre se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Sophie accepte de ne pas te détruire, mais elle pose des conditions. Lesquelles ? Tu vas consacrer le reste de ta vie à aider les familles dans le besoin. Tu vas créer une fondation qui financera les opérations d'enfants malades. Tu vas réparer, autant que possible, le mal que tu as fait. » Sébastien baissa la tête. « Et si je refuse ? » Alors, elle fera ce qu'elle aurait dû faire depuis le début, elle te détruira. 2 jours plus tard, Sophie reçut un appel d'Alexandre. « Sophie, tu peux venir, il faut qu'on parle. » Elle le retrouva dans le petit café où ils avaient pris leur premier vrai petit déjeuner ensemble, le jour de l'évanouissement dans la bibliothèque. Alexandre avait les traits tirés, les yeux cernés, mais son regard était plus clair qu'elle ne l'avait vu depuis longtemps. « Sophie, pardonne-moi. » Alexandre. « Non, laisse-moi parler. J'ai été lâche. Quand j'ai appris la vérité, j'ai fui. J'aurais dû rester, t'écouter, essayer de comprendre. Tu as eu un choc. C'était normal. Rien n'était normal dans cette histoire. » Il prit ses mains dans les siennes. « Mais nos sentiments, eux, étaient vrais. Je t'aime, Sophie. Pas parce que tu es riche ou pauvre. Pas à cause de nos familles. Pas à cause du passé. Je t'aime pour qui tu es. » Sophie sentit les larmes monter. « Alexandre, Mon père accepte tes conditions. Il va consacrer sa fortune à réparer le mal qu'il a fait. Il va passer le reste de sa vie à aider des gens comme Louis. Et nous ?» Alexandre se leva et, sous les yeux ébahis des autres clients du café, se mit à genoux devant elle. « Sophie Laurent Delaunay, veux-tu m'épouser ? Vraiment cette fois, par amour et pour toujours ?» Sophie éclata en sanglots. « Espèce d'idiot, on est déjà mariés. Pas comme il faut, pas par amour. Veux-tu renouveler nos vœux ? Recommencer à zéro ? » « Oui, 1000 fois oui. » Il la prit dans ses bras, la fit tourner sous les applaudissements des clients attendris. « Je t'aime, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Moi aussi, je t'aime. » 6 mois plus tard, la Fondation Robert Laurent était officiellement créée. Sébastien Delaunay, président fondateur, avait consacré 80% de sa fortune à cette œuvre caritative. Il avait vieilli, ses cheveux étaient devenus blancs, mais pour la première fois depuis 23 ans, il dormait paisiblement. « Vous croyez qu'il y trouve vraiment la paix ?» demanda Sophie à Alexandre, en regardant son beau-père distribuer des jouets dans un hôpital pour enfants. « Je crois qu'il essaie de racheter l'irrachetable, et que ton pardon lui a donné une chance qu'il ne méritait pas. Tout le monde mérite une seconde chance, Alexandre. » Il la regarda avec cette admiration qu'elle lui connaissait maintenant. « Comment fais-tu pour être aussi bonne ? Je ne suis pas bonne. Je suis juste la fille de mon père. » Alexandre l'embrassa tendrement. Ils avaient renouvelé leurs vœux dans l'intimité. Entourés de Louis, de grand-mère Geneviève et de quelques amis. Une cérémonie simple, sincère, pleine d'amour vrai. « Tu sais ce qui me rend le plus heureux ?» murmura Alexandre. « Dis-moi, savoir que nous avons construit notre amour malgré tout, que ni les mensonges de mon père, ni les secrets du passé, ni nos propres peurs n'ont réussi à nous séparer. » Sophie sourit. « L'amour vrai survit à tout, Alexandre, même aux pires tempêtes. » Dans l'hôpital, Sébastien lisait une histoire à un petit garçon de 5 ans qui attendait une opération cardiaque pour la première fois depuis la mort de Robert Laurent. Il se sentait en paix avec lui-même. Le pardon de Sophie lui avait offert plus que la liberté. Il lui avait donné une chance de redevenir humain. 5 ans plus tard, printemps 2031, le soleil de mai inondait les jardins de l'ancien hôtel particulier des Delaunay, transformé depuis en siège social de la Fondation Robert Laurent. Sophie se tenait devant la grande fenêtre du bureau, qui avait autrefois été celui de Sébastien, regardant les enfants du centre d'accueil jouer dans le parc. Madame Delaunay, la voix douce de Claire, sa nouvelle assistante, l'interrompit dans sa contemplation. « Monsieur Sébastien est arrivé pour votre rendez-vous. » Sophie sourit. « Faites-le entrer, s'il vous plaît. » Sébastien Delaunay pénétra dans son ancien sanctuaire. Méconnaissable. Ses cheveux étaient maintenant complètement blancs, son visage creusé par les années, mais ses yeux avaient retrouvé une humanité qu'ils avaient perdue depuis longtemps. Il portait un simple costume gris, loin de l'élégance ostentatoire d'autrefois. « Sophie, bonjour. » Il hésita toujours avant de l'appeler par son prénom, encore intimidé par cette femme qui l'avait sauvé de lui-même. « Bonjour Sébastien, asseyez-vous, je vous prie. »
Il s'installa dans le fauteuil face au bureau, celui-là même où il avait autrefois comploté la destruction de tant de vies. « J'ai les rapports trimestriels », dit-il en sortant plusieurs dossiers de sa sacoche. « Nous avons financé 123 opérations cardiaques ce trimestre, 47 enfants de plus que l'année dernière. » Sophie parcourut les documents, impressionnée malgré elle par le travail accompli. Et le centre de recherche. Le docteur Mercier pense avoir trouvé une nouvelle technique moins invasive pour les malformations congénitales. Si les tests continuent à être concluants, nous pourrons sauver des milliers d'enfants de plus. Sophie leva les yeux vers lui. « Vous réalisez ce que vous avez accompli, Sébastien. » Il baissa la tête, humble. « J'essaie de réparer, Sophie. Chaque jour, j'essaie de réparer. Mon père serait fier. » Ces mots firent trembler les mains du vieil homme. « Vous croyez vraiment ? J'en suis certaine. Papa ne croyait pas à la vengeance. Il croyait à la rédemption. » Alexandre entra dans le bureau à cet instant, tenant dans ses bras une petite fille de 3 ans aux boucles brunes et aux yeux verts de sa mère. « Papa Sébastien !» cria Emma en tendant les bras vers son grand-père. Sébastien la prit avec une tendresse infinie. Cette petite fille était devenue sa raison de vivre. La lumière qui éclairait ses journées d'expiation. « Bonjour ma princesse. Tu as été sage avec papa. On a visité l'hôpital. J'ai donné mes dessins aux enfants malades. » Alexandre embrassa Sophie. « Comment ça s'est passé, la réunion avec les administrateurs ?»« Excellemment. Nous avons l'autorisation d'ouvrir 3 nouveaux centres en province. Et le gouvernement ? Le ministre de la Santé veut faire de notre modèle un exemple national. La Fondation Robert Laurent pourrait devenir le fer de lance de la médecine pédiatrique gratuite en France. » Sébastien écoutait ces échanges avec émerveillement. Ces deux-là avaient bâti en 5 ans un empire de générosité plus grand que tout ce qu'il avait jamais possédé. « Je dois y aller, » dit-il en reposant Emma. « J'ai une réunion avec les architectes pour le nouvel hôpital de Lyon. » Sébastien. Sophie l'arrêta sur le seuil. « Merci pour tout ce travail. » Il la regarda longuement. « Non, Sophie, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné une chance de redevenir humain. » Après son départ, Sophie et Alexandre restèrent seuls avec Emma, qui jouait avec ses cubes colorés. « Tu sais quoi ?» dit Alexandre en s'installant sur le canapé. « Parfois j'ai l'impression de rêver. Pourquoi ? Regarde où nous en sommes. Regarde ce que nous avons construit. » Sophie s'assit à côté de lui, Emma sur ses genoux. « Tu regrettes parfois l'époque où tu étais juste un riche héritier insouciant ?» Alexandre éclata de rire. « Tu plaisantes ? Cette époque où je dilapidais ma vie dans les casinos, où je ne servais à rien ni personne ? Tu ne servais pas à rien, tu m'as sauvé la vie. C'est toi qui m'as sauvée. Sophie, tu m'as montré qui je pouvais devenir. » Emma leva la tête vers ses parents. « Maman, pourquoi papa Sébastien, il a les cheveux tout blancs ?» Sophie et Alexandre échangèrent un regard. Comment expliquer à une enfant de 3 ans la complexité du passé ? Parce qu'il a vécu beaucoup de choses, ma chérie. Parfois tristes, parfois belles. Et maintenant, il essaie de faire beaucoup de bien autour de lui. Comme nous. Le soir, après avoir couché Emma, Sophie et Alexandre se retrouvèrent sur la terrasse de leur nouvelle maison, dans le 16e arrondissement. Plus modeste que l'ancien hôtel particulier, mais infiniment plus chaleureuse. « Louis a appelé », dit Sophie. « Il termine son internat en cardiologie pédiatrique le mois prochain. Il va rejoindre l'équipe de la Fondation. C'est son rêve. Sauver des enfants comme lui a été sauvé. » Alexandre sourit. « Une vocation familiale, on dirait. Grand-mère Geneviève va mieux aussi. Ses médicaments contre Alzheimer semblent faire effet. Et elle se souvient de ton père. Par moments, hier, elle m'a dit qu'elle était fière de ce que nous faisions en sa mémoire. » Alexandre prit la main de Sophie. Jouant machinalement avec son alliance, ils avaient renouvelé leurs vœux dans la petite église de Montmartre, avec pour seuls témoins Louis, grand-mère Geneviève et même Sébastien, qui avait pleuré pendant toute la cérémonie. « Tu sais ce qui m'épate le plus chez toi ?» dit Alexandre. « Dis-moi, ta capacité à pardonner, même après tout ce qu'on t'a fait subir. » Sophie resta silencieuse un moment, regardant les lumières de Paris scintiller dans la nuit. « Alexandre, tu te souviens de ce que je t'ai dit le premier soir où tu es resté dans ma chambre ? Que tu m'aimais ? Avant ça, je t'ai dit que je t'avais déjà pardonné parce que je voyais ta bonté cachée. Oui. Eh bien, c'est pareil pour ton père. Sous le monstre qu'il était devenu, il y avait encore un homme capable de remords, capable de changement. Tu n'es pas obligé de le défendre. Tu sais, je ne le défends pas. Je constate juste qu'on peut tous tomber très bas et qu'on peut tous nous relever si quelqu'un nous tend la main.
Alexandre l'embrassa tendrement. « Je t'aime, Sophie Delaunay. »« Moi aussi, je t'aime, Alexandre Delaunay. » 6 mois plus tard, la cérémonie d'inauguration du 5e hôpital de la Fondation Robert-Laurent battait son plein. Journalistes, politiciens, médecins, familles de patients, tous étaient venus célébrer cette nouvelle victoire contre la maladie infantile. Sophie, enceinte de 6 mois, rayonnait dans sa robe bleue. À ses côtés, Alexandre serrait Emma dans ses bras tandis qu'elle regardait avec fascination tous ces adultes importants. « Mesdames et messieurs, » déclara Sophie au micro, « cet hôpital porte le nom de mon père, Robert-Laurent, mais il représente bien plus qu'un hommage. Il représente la preuve que l'amour peut triompher de la haine, que le pardon peut transformer les cœurs, et que même les plus noires tragédies peuvent lui donner naissance à de magnifiques espoirs. » Dans la foule, Sébastien applaudissait, des larmes coulant librement sur ses joues. À côté de lui, Louis, désormais docteur Laurent, souriait fièrement à sa sœur. « Mon père disait toujours qu'il valait mieux allumer une bougie que maudire l'obscurité. Aujourd'hui, nous allumons une nouvelle bougie, pour tous les enfants qui pourront grandir, rire, aimer, grâce aux soins qu'ils recevront ici. » Sophie posa instinctivement la main sur son ventre arrondi, et j'ai la joie de vous annoncer que la prochaine génération de notre famille continuera cette mission. Notre fils, que nous appellerons Robert, en l'honneur de mon père, grandira dans un monde où l'amour aura vaincu la haine. Les applaudissements éclatèrent, mais Sophie n'entendait plus que les battements de son cœur et celui de l'enfant qu'elle portait. Le soir, dans l'intimité de leur foyer, la famille Delaunay était réunie autour de la table. Sébastien, Louis, grand-mère Geneviève, dans ces moments de lucidité. « Emma, et bientôt le petit Robert, à quoi on boit ?» demanda Alexandre en levant son verre. « À papa Robert » cria Emma, levant son verre de lait. « À l'avenir » dit Louis. « À la famille » murmura Sébastien. « Au pardon » ajouta Sophie. « À l'amour » conclut Alexandre. Ils trinquèrent tous ensemble. 4 générations réunies par l'amour et la rédemption. Plus tard, quand tout le monde fut parti, Sophie et Alexandre se retrouvèrent seuls sur leur terrasse. « Tu réalises ce qu'on a accompli ?» dit Alexandre en caressant le ventre de sa femme. « On n'a fait que notre devoir, honorer la mémoire de papa. »« Non, Sophie, on a fait bien plus que ça. On a prouvé que l'amour peut vraiment tout guérir. » Sophie sourit, regardant les étoiles, quelque part là-haut. Elle était certaine que son père les regardait avec fierté. Robert-Laurent avait été assassiné par cupidité, mais sa mort avait donné naissance à un empire d'amour et de générosité qui sauverait des milliers de vies. Parfois, les plus belles victoires naissent des plus cruelles défaites. Et l'amour, le vrai amour, finit toujours par triompher.